Bonjour, merci à tous d'être là ce matin. Merci à nos intervenants que j'aurai le plaisir de vous présenter. Arthur Olivier, qui est journaliste aux médias toute l'Europe et qui nous fera un petit bilan. En tout cas, je lui ai donné 15 minutes et il m'a dit que c'était pas. Il y a eu tellement de choses sur la dernière mandature, donc sur les 5 dernières années, en matière d'environnement, mais il va faire l'exercice et tenter l'exercice de faire le bilan donc, de l'action européenne en matière d'environnement sur les 5 dernières années. Et puis ensuite, Cyrielle Goldberg, que nous, on connaît bien parce qu'elle a été stagiaire à Humanité et Biodiversité, et puis ça l'a amené loin, puisque ça l'a amené jusqu'à l'Europe. Elle travaille aujourd'hui pour BirdLife, donc l'association européenne qui regroupe, qui en tout cas plaide pour l'ensemble des associations de protection de la nature et des oiseaux dans toute l'Europe. Et Cyrielle nous présentera les positions et les attentes communes des associations de protection de l'environnement au niveau européen pour la prochaine mandature. Et puis enfin, alors ce sera sous forme de vidéo parce qu'elle n'a pas pu être avec nous ce matin. Mais dans le cadre de ces européennes et donc de l'élection du 7 juin prochain, avec Humanité et Biodiversité, c'est associé au pacte de pouvoir de vivre pour porter des positions et ce que nous on attend en fait lors de la prochaine mandature au niveau européen avec d'autres associations françaises. Et je vais commencer. Moi j'ai la mission de commencer cette conférence en vous présentant ce qu'est l'Union européenne. Alors j'ai décidé et volontairement d'intituler cette présentation par l'Union européenne au service des citoyens et citoyennes européens et européennes pour bien situer et vous montrer qu'en fait l'Europe c'est pas quelque chose, une espèce de fantôme qui est bien loin. L'Europe, ce sont des hommes et des femmes, et vous allez le découvrir, qui siègent dans différentes institutions. Et concernant le Parlement européen, c'est l'institution qui a en charge de représenter les intérêts des citoyens européens. Enfin, et normalement, pas seulement. Alors, les principales institutions de l'Union européenne, c'est d'une part la Banque centrale européenne, le Conseil européen. Je reviendrai, là c'est pour vous donner une vision un peu globale, et je reviendrai sur certaines de ces institutions de façon un peu plus précise dans la suite du diaporama. Vous avez la Cour de justice de l'Union européenne, donc c'est le juge de l'Union, et puis la Commission européenne. Alors ça, tout le monde en entend souvent parler de la Commission européenne, elle serait la cause de tous les maux. Vous verrez que ce n'est pas le cas parce que la Commission européenne ne décide pas toute seule. Et avec la Commission européenne, donc le Parlement européen, dont on parlera, et le Conseil de l'Union européenne. Je vais essentiellement vous parler, dans le temps qui m'est imparti, de 3 institutions. Alors j'ai utilisé un petit schéma de toute l'Europe, j'ai gagné du temps et puis il est très bien fait, donc c'était pratique. Je vais essentiellement vous parler des institutions qui votent les lois. Les lois européennes, donc règlements, directives. Donc on va retrouver le Conseil européen. Je vous expliquerai aussi qui est le Conseil européen, la Commission européenne, et vous voyez les textes sont systématiquement, s'ils sont proposés par la Commission européenne, ils passent par un vote du Conseil de l'Union européenne et du Parlement européen. Si on devait faire une comparaison de ce qu'est le Conseil et le Parlement européen avec le système français, imaginez que le Conseil, en fait, c'est le Sénat, qui représente en fait les territoires des États membres, et le Parlement européen, c'est l'Assemblée nationale. Les actes européens, donc les lois, on va retrouver le règlement. Les règlements sont directement applicables dans leur intégralité, c'est-à-dire que quand un règlement est adopté, les États membres doivent l'appliquer. Il n'y a pas nécessairement besoin d'adopter une loi et de transposer le règlement. Les directives, elles vont donner, c'est plutôt un objectif et
Pour l'atteindre et en termes de moyens, c'est chaque État membre qui va prendre des réglementations adaptées à l'échelle de son territoire. Les décisions, donc c'est plutôt un instrument de la Commission européenne qui va s'appliquer à un groupe de personnes ou un groupe d'entreprises. Donc je vous donnais l'exemple, par exemple, d'une décision d'infliger une amende à Microsoft pour abus de position dominante. Et puis les recommandations, résolutions sont de simples déclarations qui ne sont pas obligatoires. La Commission européenne, en 2 slides, donc c'est l'organe exécutif de l'Union. Elle est chargée de l'activité quotidienne de l'Union européenne et de la surveillance de l'application des lois et des traités. C'est aujourd'hui une équipe de 27 commissaires européens. Il y a un représentant par État membre, qui sont dirigés par une présidente, aujourd'hui qui est Ursula von der Leyen. Et cette présidente de la Commission, elle est proposée par le Conseil, donc par les États membres, et elle est ensuite élue par le Parlement européen à la majorité de ses membres, donc pour une durée de 5 ans. La Commission, ses principales pouvoirs. Je vous le disais, donc elle veille à la bonne exécution des décisions de l'Union européenne, et sinon, c'est elle qui a le pouvoir d'initiative, donc c'est seulement la Commission européenne qui peut proposer de nouvelles lois pour adoption par le Parlement et le Conseil. Elle gère les politiques de l'Union et l'allocation des financements européens. C'est elle qui fixe les budgets en collaboration avec le Conseil et le Parlement. Elle établit le budget annuel qui doit être approuvé par le Parlement et le Conseil, et elle contrôle la façon dont les fonds européens sont utilisés sous la surveillance de la Cour des comptes. C'est la gardienne des traités. Elle veille à l'application correcte de la législation européenne dans tous les États membres, et quand un État membre ne respecte pas les textes européens, c'est elle qui peut engager la procédure d'infraction à l'encontre de cet État et porter des recours devant la Cour de justice de l'Union européenne. Et puis enfin, c'est la Commission qui a en charge la représentation de l'Union européenne dans le monde. C'est elle qui s'exprime au nom de tous les États membres de l'Union au sein d'organisations internationales, notamment dans le domaine du commerce extérieur, des douanes ou de l'aide humanitaire. Et c'est elle qui négocie sur mandat du Conseil les accords internationaux engageant l'Union européenne, donc les COP. Alors, vous voyez, très souvent, quand on a une COP sur le climat, le gouvernement français rentre, le ministre dit « Oh, j'ai fait ». Il a très certainement fait, mais en principe, il a dû faire au moment du Conseil et dans le cadre de l'Union européenne, puisque dans les conférences internationales climat ou biodiversité, ce ne sont pas les États membres qui négocient, mais c'est la Commission européenne, au nom des États membres, bien sûr. Le Conseil. Alors, le Conseil est divisé, parfois ça peut paraître un peu difficile à comprendre, il y a 2 niveaux. Il y a le Conseil européen. Le Conseil européen, ce sont les chefs d'État et de gouvernement qui se réunissent 2 à 4 fois par an. Il y a une présidence tournante de 2 ans et demi. Et puis, nous avons, et ça c'est plutôt ceux avec lesquels on travaille au quotidien à l'échelle de l'Union européenne, qui est le Conseil de l'Union européenne. Et là, on va retrouver donc l'échelle 27 ministres qui vont se retrouver en fonction des sujets qui sont abordés à l'échelle de l'Union. Et moi, je le redis souvent, ne pas confondre avec le Conseil de l'Europe, qui est une institution internationale et non communautaire. Le Conseil européen, donc c'est lui qui va définir l'agenda politique de l'Union sur la mandature. Il nomme, je vous le disais, en tout cas il propose le président de la Commission à la majorité qualifiée, et puis il désigne le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui est un peu l'ambassadeur, le grand ambassadeur de l'Union européenne. Et puis, par contre, il n'exerce pas de fonctions législatives. Les fonctions législatives, c'est le Conseil de l'Union européenne qui les exerce, qui est co-législateur donc avec le Parlement européen sur tous les textes dits de loi et du budget. Je vous le disais, c'est 27 ministres nationaux, il y a un ministre par État.
Donc quand on a un texte sur l'environnement, par exemple, ou la biodiversité, on va retrouver le ministre de l'écologie français. Donc en ce moment, ce sera Christophe Béchu, selon les sujets. Et puis, le Conseil de l'Union conduit aussi la coopération interétatique en matière de politique étrangère et de sécurité. Et puis, selon les domaines, alors je ne suis pas rentrée dans le détail, mais ça suppose, pour qu'un texte soit adopté, des votes soit à l'unanimité, soit à la majorité simple, ou à la majorité qualifiée. Et ça, mais je pense que vous aurez peut-être l'occasion d'en parler, notamment dans le cadre du règlement renaturation, qui, là, s'il n'est pas adopté, c'est parce que c'est au niveau du Conseil de l'Union européenne que les majorités nécessaires à son adoption ne sont pas réunies. Et puis, il conclut donc les accords internationaux de l'UE en donnant mandat à la Commission. Enfin, le Parlement européen, donc la voix des citoyens européens, élus au suffrage universel direct depuis 1979. 1979, l'année de la directive Oiseaux, donc une année importante d'un point de vue démocratique et pour l'environnement. En juin prochain, donc, nous enverrons 80 Français au Parlement européen. Les listes, le scrutin se fait à un tour en France. Les listes qui obtiennent moins de 5% n'ont pas d'élus au Parlement européen, et le Parlement est élu pour 5 ans. Et puis là, vous avez une petite photo des précédents parlementaires. Donc là encore, pour dire l'Europe, vous voyez, ce sont des hommes et des femmes qui font son quotidien. Le Parlement européen, des compétences législatives et au niveau des accords internationaux. Donc, il participe à l'adoption de tous les actes législatifs avec le Conseil des ministres de l'Union. Il approuve les accords internationaux dès que de l'adhésion des nouveaux États membres de l'Union, ou encore des accords d'association ou de commerce entre l'Union et des pays tiers. Et je précise que depuis le traité de Lisbonne, il a le pouvoir de les rejeter. Moi, pendant mon mandat, on a rejeté le traité ACTA, donc cet accord de libre-échange. Le Parlement européen a le pouvoir de rejeter à la majorité les accords de libre-échange, on en parle beaucoup. C'est une de ses compétences depuis le traité de Lisbonne. Pouvoir budgétaire, donc il examine et adopte avec le Conseil le budget annuel de l'Union. Et puis enfin, très important, il a une compétence de contrôle de l'exécutif, donc de contrôle de la Commission. C'est lui qui élit le président de la Commission, et il auditionne chacun des commissaires qui sont proposés par le Conseil et les valide ou les invalide. Il peut poser des questions écrites ou orales au Conseil et à la Commission européenne. Il peut, alors quand je dis il peut, un député européen peut poser une question écrite au Conseil ou à la Commission européenne. Il peut créer des commissions d'enquête. Et il examine et soutient les pétitions des citoyens européens. Je vous en parlerai un peu plus tard. Et il a aussi un pouvoir, mais qui, moi, à ma connaissance, n'a jamais été exercé, c'est qu'il a la possibilité de voter une motion de censure contre la Commission, qui entraîne en fait la démission complète de la Commission. Mais pour cela, il faut une majorité des députés de 2/3 des suffrages exprimés. Et je vais vous présenter la composition du Parlement européen pour que vous compreniez pourquoi ce vote serait difficile ou a toujours été difficile à obtenir. Comment travaille le Parlement européen? Comment travaille un député? On a plusieurs niveaux. D'abord, il y a les groupes politiques. Sur la dernière mandature, vous voyez, il y avait 8 groupes politiques, si on considère que les non-inscrits constituent un groupe politique. Ce qui est intéressant, donc là, vous voyez, vous avez la GUE, donc la gauche européenne, les socialistes et démocrates, les Verts, Renew sont les libéraux, le Parti populaire européen, le PPE, et puis à partir de CR et la suite, donc, ce sont les partis nationalistes d'extrême droite qui ont pris d'année en année de plus en plus de place dans la composition de ce Parlement européen. Ce que vous pouvez constater, c'est qu'il n'y a pas de majorité absolue dans ce Parlement, ce qui d'ailleurs a l'air d'être un problème en France.
Alors qu'au niveau européen, c'est plutôt, moi je l'ai constaté comme étant plutôt une force, puisque ça suppose d'adopter des décisions qui font l'objet de compromis, mais qui ensuite ont davantage la garantie de pouvoir s'appliquer. Et puis je vous ai mis la composition des Français au sein de ce Parlement européen de la précédente mandature. Travail donc par groupe politique, et puis ensuite il y a un gros travail en commission. Et les commissions du Parlement européen, je trouvais important de vous les présenter. Je ne vais pas toutes vous les présenter, mais on en a 20 commissions permanentes, mais vous pourrez juste constater que la commission qui comporte le plus de membres, le plus de députés européens, c'est la commission environnement, santé publique et sécurité alimentaire. Intéressant aussi de noter que par rapport à la France, au niveau européen, l'environnement, la santé publique et la sécurité alimentaire sont réunis dans une même commission. Donc, par exemple, sur la question des organismes génétiquement modifiés, si en France, c'est une question qui relèverait plutôt du ministère de l'Agriculture, à l'échelle de l'Union européenne, c'est une question qui relève de la commission Envie et non de la commission Agri. Comment s'organise le travail d'un député européen? Chaque année, chaque député a, je regarde, 48. Chaque député a un calendrier. Donc le calendrier est fixé à l'avance, notamment pour fixer en rouge les plénières à Strasbourg, donc les sessions plénières où sont adoptés les textes, parce qu'il doit y en avoir 10 minimum par an, et ça c'est prévu dans les traités. Et puis ensuite, il y a les semaines de groupe, donc où les groupes politiques se réunissent pour échanger sur les différents travaux qu'ils mènent dans les différentes commissions et adopter des positions communes. Et puis les semaines en commission et des semaines à passer sur le territoire. Et je voulais bientôt finir pour rappeler aussi qu'à la tête de l'Union européenne, ce sont les citoyens et citoyennes européennes. Parce que d'une part, c'est eux qui élisent tous les 5 ans leurs parlementaires européens, d'une part, mais ils peuvent agir pas seulement tous les 5 ans. Ils peuvent agir par le biais de l'initiative citoyenne européenne, qui, il est vrai, pas simple, parce qu'il faut réunir 1 million de citoyens et donc, bon, pour le moment, on n'a pas eu d'exemple de grande réussite dans le domaine, mais avec l'initiative européenne, les citoyens européens peuvent proposer un texte à la Commission européenne qui pourra le reprendre pour en faire un texte législatif. Et puis, il y a aussi donc ce droit de pétition au Parlement européen. Alors, peu de Français connaissent la commission des pétitions, mais elle est particulièrement intéressante puisque, en fait, une personne peut saisir la commission des pétitions pour un non-respect du droit communautaire et faire valoir ses droits devant la commission, devant le Parlement européen, qui va tenter une médiation, donc pour permettre que l'infraction au droit communautaire cesse et ne fasse pas l'objet d'un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne, une aimable pression politique sur l'État membre ou l'entreprise qui ne respecte pas le droit communautaire. Je vais illustrer tout ça avec mon expérience de députée européenne et sur 5 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire en 5 ans et par rapport aux choses que j'ai pu vous présenter. Je voudrais particulièrement vous parler de la commission des pétitions. Sont passés en commission des pétitions l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, donc les pétitionnaires, les opposants et ceux qui étaient favorables à l'aéroport ont été auditionnés au sein du Parlement européen à 3 reprises. Et puis on a saisi la Commission européenne qui a donc instruit le dossier
Et la fin de cette histoire, donc, qui a commencé au Parlement européen en commission des pétitions, s'est achevée par une saisine de la Cour de justice de l'Union européenne, donc d'un contentieux européen. Même cas de figure pour le grand contournement ouest de Strasbourg, qui a fait l'objet d'un traitement en commission des pétitions pour ensuite être porté devant la Cour de justice de l'Union européenne. C'était la question du grand hamster d'Alsace. Et la France a été condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne. Et puis, je vous le disais, le Parlement européen, on se retrouve, on a les positions de négociation possibles lors des sommets internationaux. On peut faire voter des règlements, on peut s'opposer à des accords de libre-échange, on a ce pouvoir-là aussi. Et puis l'initiative citoyenne, la première initiative citoyenne européenne, moi dans le cadre de mon mandat, qui était la reconnaissance de l'eau comme patrimoine commun de l'humanité. Et puis voilà, je voulais finir avec des hommes et une femme qui ont fait l'Europe et avec des messages qui nous rappellent l'importance de ce projet européen pour la paix, pour résoudre les crises. J'aime beaucoup, et je trouve qu'elle colle bien à la situation et à la période, la citation de Jean Monnet qui dit que l'Europe se fera dans les crises et qu'elle sera la somme des solutions apportées à ces crises. Et au regard du contexte actuel, que ce soit crise économique, crise démocratique, etc., eh bien, moi j'ai envie de continuer à croire que la bonne échelle des solutions à toutes ces crises, c'est l'Europe. Bon, j'espère que vous allez bien voir le diaporama. Donc bonjour à toutes et tous. Merci de cette invitation. Merci à l'asso Humanité et Biodiversité de m'accueillir aujourd'hui. Donc je suis Arthur Olivier, je suis journaliste pour le média qui s'appelle Toute l'Europe, qui est un média d'information sur les questions européennes, sur l'actualité européenne. Voilà, donc vous pouvez, dans ce contexte d'élection européenne, aller sur notre site pour trouver différentes informations. Alors, en effet, on arrive à la fin de la mandature 2019-2024 du Parlement européen d'un côté, de la Commission européenne de l'autre. Donc, l'heure est au bilan. Et en fait, faire le bilan de l'action de l'Union européenne en matière d'environnement, de biodiversité, de climat, d'énergie, des dernières années, c'est faire le bilan du Pacte vert. Le Pacte vert européen, qui a été la feuille de route environnementale de l'Union européenne ces dernières années. Avec un objectif principal qui est de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour lutter contre le changement climatique. Je vais revenir dessus. Mais si je pouvais résumer d'ores et déjà ce qui s'est passé... Toutes mes excuses. Non, c'est bon comme ça? C'est juste la liaison HF qui est comme ça. Très bien. Bah, écoutez, je vais parler le plus fort possible et puis ça ira. Oui, si je pouvais résumer ce qui s'est passé ces dernières années, on peut dire que par rapport au Pacte vert, les dossiers liés au climat et à l'énergie ont été bouclés pour la plupart, sont arrivés à bon port, ont été adoptés par les négociateurs européens. L'autre grand volet du Pacte vert européen, consacré à l'agriculture, l'alimentation, plutôt l'environnement, la biodiversité, lui, a plutôt été remis en question et beaucoup de textes n'ont pas été adoptés. Mais on revient un petit peu en arrière. En 2019, donc, pourquoi un pacte vert? Alors, après les élections, Ursula von der Leyen est désignée par les États membres pour arriver à la tête de la Commission européenne. Et elle a besoin d'une majorité au Parlement européen, comme Sandrine l'a très bien expliqué tout à l'heure. Et il se trouve que le groupe de la droite, le PPE, et le groupe de la gauche, les socialistes, qui avaient une majorité à eux deux avant au Parlement européen, pour la première fois, n'ont pas la majorité à eux deux. On a une poussée des mouvements écologistes et le groupe des libéraux également qui s'élargit. Vous avez vu le petit graphique de Sandrine tout à l'heure. Donc Ursula von der Leyen elle va avoir besoin d'aller chercher cette majorité pour devenir présidente de la Commission européenne définitivement. Et on a un contexte qui était un peu différent en 2019. Déjà, c'est les premières élections européennes après l'accord de Paris de 2015, donc c'est important de le préciser. Et c'est aussi un moment où les marches européennes pour le climat, enfin les marches citoyennes pour le climat se sont multipliées.
Voilà, donc il y avait une pression à la fois politique, internationale et citoyenne pour augmenter les ambitions environnementales européennes. Bon, tout ça pour dire que Ursula von der Leyen, quand elle est arrivée, donc, je vous ai mis les 6 priorités ici de la Commission 2019-2024, et le pacte vert, c'est la priorité numéro 1 quand elle arrive à la tête de la Commission. Et par exemple, pour le signaler, son vice-président, un de ses vice-présidents exécutifs, Frans Timmermans, le néerlandais, le commissaire européen néerlandais, a le portefeuille du pacte vert, c'est-à-dire que ça a été placé en haut de l'agenda. Le pacte vert, en un mot, pour le résumer, donc j'ai dit c'est une feuille de route transversale qui va toucher en fait beaucoup de sujets, l'agriculture, la biodiversité, l'énergie, les transports, voilà, donc c'est vraiment très transversal. Et elle a un objectif principal, c'est faire de l'Europe le premier continent climatiquement neutre en 2050. Ça a été adopté en juin 2021, c'est la loi climat, donc c'est-à-dire que c'est un objectif qui est inscrit dans la législation européenne. Et il y a un objectif intermédiaire en 2030, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55%. Et là, la Commission a proposé un nouvel objectif pour 2040 qui serait de moins 90%, mais ça n'a pas été adopté pour le coup parce que c'est simplement une proposition de la Commission en début d'année et ce sera entre les mains du futur Parlement européen et du Conseil pour la prochaine mandature 2024-2029. Alors, où on en est des émissions de gaz à effet de serre? Pour le résumer, je vous ai mis deux graphiques. Bon, vous ne voyez peut-être pas très bien. À gauche, c'est les émissions de gaz à effet de serre dans l'Union européenne par État membre. Bon, de façon assez classique, c'est assez intuitif. Les pays les plus peuplés, les premières économies du continent, Allemagne, France, Italie arrivent en tête. Je ne vais pas forcément plus le commenter. Et à droite, vous avez l'évolution des émissions de gaz à effet de serre dans l'Union européenne entre 1990 et 2020. Donc simplement pour noter que vous voyez qu'il y a une baisse des émissions de gaz à effet de serre depuis les années 90 dans l'Union européenne pour plusieurs raisons, mais c'est aussi pour vous signaler que en fait, le pacte vert, ça s'appuie sur des législations environnementales et climatiques qui existaient aussi déjà. Tout n'est pas nouveau, tout n'a pas été fait seulement entre 2019 et 2024. Il y a une action politique, même si elle a été accélérée. Alors, pour accélérer cette réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'Union européenne a adopté pendant cette mandature différentes réformes, différentes actions concrètes, et je voulais un peu vous présenter les principales en tout cas. La première, c'est, durant cette mandature, l'UE a engagé une réforme de son marché carbone. Le marché carbone de l'Union européenne, en fait, c'est un système de plafonnement et d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre. Les entreprises ont des quotas, des plafonds, en gros, d'émissions de gaz à effet de serre, et elles payent si elles dépassent ce quota. Elles sont obligées d'en acheter. Donc c'est ce qu'on appelle le prix du carbone. Ça existe depuis 2005, ça concerne certains secteurs, et durant cette mandature, donc, ça a été étendu au secteur du transport maritime. Et en parallèle, il y a eu la création d'un nouveau marché carbone pour la route, pour le transport routier et les bâtiments. Donc ça, c'est pleinement applicable depuis 2027. Donc ça veut dire que les entreprises européennes ont des normes climatiques, environnementales, elles sont soumises à un prix du carbone. Et donc en parallèle, l'Union européenne a adopté ces dernières années un mécanisme d'ajustement carbone à ses frontières. C'est un nom un peu barbare, mais on peut le résumer à, en gros, une taxe carbone aux frontières de l'UE. En gros, c'est un outil qui est destiné à protéger les industries européennes face à la concurrence internationale, puisqu'il y a des entreprises étrangères dans d'autres pays qui ne sont pas soumises à un prix du carbone, ou alors à un prix du carbone qui est beaucoup plus faible que celui de l'Union européenne. Donc l'idée ici, c'est d'éviter les délocalisations, d'éviter que certaines entreprises se disent il y a un prix du carbone qui est soit inexistant, soit pas très élevé dans d'autres pays, allons délocaliser là-bas. Et puis enfin, pour terminer ce tour de table sur les émissions de gaz à effet de serre, il y a aussi une nouvelle répartition des efforts entre États membres, c'est-à-dire qu'il y a une répartition des objectifs par État membre de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, je vois que le diapo a légèrement sauté, mais vous voyez les éléments principaux, de toute façon je vais les citer. Je vous l'ai dit tout à l'heure, oui, dans ce pacte vert, ces dernières années, l'énergie, sans doute le domaine où le bilan
a été le plus prolifique, a été le plus important. Il y a plusieurs raisons à ça, je peux en citer deux. La première, c'est que l'énergie est responsable de 75% des émissions de gaz à effet de serre. Donc si on veut s'attaquer aux émissions de gaz à effet de serre, il faut s'attaquer à ce dossier. Et puis la deuxième raison, c'est aussi que le déclenchement de la guerre en Ukraine en février 2022 a révélé les fragilités de l'Union européenne, de l'Europe, par rapport à son approvisionnement, ses importations d'énergie. Et donc, il y a plusieurs analyses qui disent que la guerre en Ukraine, sur ce volet-là du pacte vert, a plutôt été un accélérateur sur cette question. Donc, la Commission européenne a présenté un plan pour sortir de la dépendance énergétique à la Russie, avec différents textes, différentes stratégies. Je l'ai dit rapidement, en gros, c'est diversifier l'approvisionnement, économiser de l'énergie, faire monter en puissance les énergies renouvelables et puis investir dans des infrastructures. Et donc, il y a différents textes qui ont été votés ces dernières années, notamment un texte d'efficacité énergétique, une directive efficacité énergétique pour réduire notre consommation d'énergie. En parallèle, la directive performance énergétique des bâtiments pour obliger les États membres à rénover les bâtiments les moins performants en matière d'énergie. Une directive énergie renouvelable avec une hausse des ambitions. Maintenant, c'est objectif 42,5% d'énergie renouvelable d'ici à 2030 dans le mix énergétique de l'UE. Et enfin, un des éléments sans doute qui a été le plus médiatisé ou le plus connu, c'est la fin des ventes des voitures thermiques neuves à partir de 2035 en Europe. Alors il y a une clause de revoyure en 2027 ou 2028, il me semble, mais ça a été pensé aussi comme un signal envoyé aux industriels pour qu'ils basculent vers l'électrique. Et puis pour simplement un petit mot également sur... Bon, j'ai intitulé cette slide, ce diapo, ne laisser personne de côté avec des guillemets, c'est un élément de communication, c'est une expression qui est souvent utilisée dans la communication européenne, dans les discours au niveau européen. En gros, c'est le volet social du pacte vert. Et je vois que ça a sauté, donc il y a en gros deux mécanismes qui ont été adoptés. Le Fonds social pour le climat qui est censé être en haut, 86,7 milliards d'euros. Donc c'est pour aider les ménages, les entreprises à assurer la transition écologique. Et puis un mécanisme de transition juste. Donc Fonds social pour le climat, c'est à partir de 2026. Mécanisme de transition juste, il est déjà en application, il est entré en application. Et donc là, c'est un mélange de subventions et de prêts de garantie pour aider là plutôt les collectivités locales, certains territoires qui sont les plus dépendants aux énergies fossiles ou qui ont des gros enjeux en matière d'environnement et de biodiversité. Ça, c'est pour la partie énergie-climat. Je l'ai dit tout à l'heure aussi, il y a un autre volet qui a plus concerné l'agriculture, l'alimentation, la biodiversité. Et cette partie-là, elle a plutôt été remise en question au niveau européen. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu évidemment la guerre en Ukraine, ça a été plutôt un accélérateur sur les questions d'énergie et, on va dire, de climat. À l'inverse, l'agression russe en Ukraine avait plutôt été mobilisée ou plutôt été utilisée pour, enfin en tout cas a conduit l'Union européenne à repenser ses objectifs environnementaux en ce qui concerne surtout l'agriculture et l'alimentation. Et deuxième raison, bon, je vais pas, vous le savez évidemment, ces derniers mois, même pendant toute l'année qui s'est écoulée, il y a eu différents mouvements agricoles un peu partout en Europe pour des raisons différentes, mais qui ont parfois été un peu hostiles au pacte vert et notamment à son volet agriculture, alimentation. Et donc je vais d'abord commencer cette seconde partie sur le pacte vert par un mot sur l'action internationale de l'Union européenne. Je vais le résumer très brièvement parce que Sandrine vous a dit tout à l'heure, vous a expliqué que l'Union européenne au niveau international, en fait, elle avait son propre mot à dire. Les négociations sont coordonnées, enfin les 27 se coordonnent dans les négociations, notamment des COP, COP climat et COP biodiversité, et aussi l'Union européenne, il faut le dire, est signataire en son nom propre de nombreux traités internationaux. Ce n'est pas seulement l'addition des 27 États membres ou les 27 États membres individuellement qui vont signer les traités internationaux, mais c'est l'Union européenne aussi en tant que Union européenne. Et sur la période 2019-2024, on peut retenir deux temps forts.
Décembre 2022, donc c'est la COP15 biodiversité à Montréal, qui est connue comme COP Kunming aussi parce qu'elle devait avoir lieu en Chine, ouais, tout à fait. Voilà, donc là qui a réussi à fixer certains objectifs généraux, notamment les fameux objectifs 30-30, c'est 30% de protection des océans et des terres. Et donc le deuxième élément sur l'action internationale de l'Union européenne ou la participation de l'Union européenne à des conférences mondiales, c'est en fait un instrument qui découle de Montréal. C'est en juin 2023 le traité international pour la protection de la haute mer et de la biodiversité marine, qui est le premier traité international qui vient protéger c'est 60% des océans, il me semble, à peu près, ou 70%, enfin, ce qu'on appelle les eaux internationales, puisqu'avant, on a des protections sur certaines eaux nationales, des États qui vont protéger certains espaces, mais on n'avait pas de cadre vraiment international sur la partie, sur les eaux internationales. Bon, alors évidemment, l'Union européenne agit aussi au sein de ses frontières, et le socle de la politique européenne des dernières années en matière d'environnement, au sein du Pacte vert, donc ces deux stratégies qui ont été présentées en même temps, la stratégie biodiversité en mai 2020 et la stratégie de la ferme à la table ou de la ferme à la fourchette, qui aussi a été un peu pointée du doigt ou qui est revenu beaucoup dans les médias ces derniers temps du fait des manifestations d'agriculteurs. Donc, il y a différents objectifs qui sont présents dans ces stratégies. Et on retrouve l'idée de protéger 30% des espaces maritimes et terrestres dans la stratégie biodiversité. Mais il y avait aussi l'objectif de réduire de 50% le recours aux pesticides, une ambition de 25% de surface consacrée au bio, surface agricole consacrée au bio. Et puis il y avait aussi l'idée d'un Nutri-Score européen, un étiquetage harmonisé européen sur les produits alimentaires. Ça c'est le principal, même s'il y a eu d'autres stratégies. Mais je voulais vous dire un mot de ce qui a été voté au Parlement européen et au Conseil de l'Union européenne, qui a été voté ces dernières années, et notamment donc, un règlement sur la lutte contre la déforestation importée. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça, donc c'est un des grands textes, on va dire, du Pacte vert côté biodiversité qui a été adopté. Et donc, en gros, c'est un certain nombre de produits ne pourront plus rentrer sur le marché européen s'ils proviennent de zones qui ont été soit déboisées, soit déforestées. Et c'est rétroactif, entre guillemets, c'est-à-dire à partir depuis décembre 2020. Donc, il y a un certain nombre de produits qui ne pourront plus rentrer sur le marché européen. Il y a 7 matières premières qui rentrent dans le champ d'application de ce règlement. C'est le bois, le bétail, le caoutchouc, le soja, le cacao. Et il m'en manque un ou deux. Le café et oui, la viande, tout à fait. Et l'huile de palme, voilà, si je ne l'ai pas dit. Donc ça, c'est les matières premières et ça s'applique aux produits dérivés. Par exemple, les meubles, le chocolat, le cuir. Voilà, donc c'est des produits, il y aura une surveillance de ce côté-là. Donc ça a été voté. Et donc, le deuxième texte que je voulais vous présenter, c'était la loi européenne pour la restauration de la nature, qui part d'un constat, c'est que 80% des habitats sont en mauvais état de conservation dans l'Union européenne. Et là, l'idée, c'est de restaurer des écosystèmes, de restaurer des espaces naturels et obliger les États membres à le faire. Je m'arrête un tout petit peu là-dessus parce que on est en plein cœur de l'actualité, on est au plein milieu de l'actualité même. Le Conseil de l'Union européenne, donc les ministres, et le Parlement européen, donc les députés européens, avaient trouvé un accord politique en trilogue, en gros en négociation, donc avec la Commission européenne. Donc ils avaient un accord, le texte est prêt à voter, on a le texte entre guillemets quasiment final. Le Parlement européen l'a adopté, parce qu'une fois qu'il y a cet accord politique, il faut que les deux institutions, chacune de leur côté, valident définitivement le texte. Le Parlement européen l'a adopté, et il se trouve que le Conseil, les ministres devaient l'adopter la semaine prochaine, lundi il me semble, ça devait être à l'ordre du jour, et donc ils n'ont pas rejeté le texte, mais ils ne l'ont pas mis à l'ordre du jour, ce qui est de manière d'éviter le vote. Voilà, la question se pose de savoir s'il sera définitivement adopté ce texte
d'ici les élections européennes. Et simplement préciser qu'au Conseil de l'Union européenne, là c'est un vote à la majorité qualifiée, donc c'est-à-dire que certains États membres peuvent voter contre et il peut quand même être adopté. C'est pas une majorité, une unanimité, pardon. Donc voilà, donc certains États membres étaient contre ce texte. Donc on verra s'il sera adopté finalement. Et donc pour terminer ce tour de table des textes européens du Pacte vert, donc la question plus précisément de l'agriculture, pour vous dire que pendant cette mandature, donc au 1er janvier 2023, il y a eu une réforme de la politique agricole commune, de la PAC, qui est entrée en vigueur. Et c'est vraiment pas du tout anodin la PAC, parce que c'est plus d'un tiers du budget européen. C'est un des premiers postes de dépenses de l'Union européenne depuis la création de l'Union européenne. C'est 1962, il me semble, la PAC, la création dans sa première mouture. Donc c'est vraiment une politique essentielle, non seulement pour l'Union européenne, mais également pour nos systèmes alimentaires, et puis de fait pour les écosystèmes et la biodiversité. Donc l'idée, pour résumer, c'était d'avoir une PAC plus verte et renationalisée aussi, parce que les États membres avaient un peu plus la main sur cette mouture de la PAC, et donc il y a des conditions environnementales qui ont été renforcées, et puis c'était aussi la mise en place des éco-régimes, des paiements verts pour les agriculteurs, puisque la PAC c'est essentiellement c'est en partie un soutien aux revenus des agriculteurs. Alors, du fait, il se trouve que la Commission européenne a proposé différents assouplissements à cette nouvelle mouture de la PAC, à la PAC telle qu'elle s'applique depuis le 1er janvier 2023. Et notamment, c'est la question de la mise en jachère, puisqu'il y a une obligation de mettre en jachère une partie des terres agricoles pour favoriser la biodiversité. Et donc la Commission européenne a proposé d'assouplir cette disposition-là. Alors c'est pas nouveau, hein, elle l'a fait dès le début de la guerre en Ukraine. C'était une des réactions côté agriculture par rapport à la guerre en Ukraine. Voilà pour un exemple. Et puis je vais conclure sur cette question de l'agriculture avec la question des pesticides, parce que je vous ai dit il y avait un texte ambitieux sur la question des pesticides, un règlement pour réduire de 50% la consommation de pesticides. Il a été rejeté par le Parlement européen à l'automne dernier, et il était bloqué au niveau du Conseil, au niveau des ministres, et il a été de fait retiré. Le texte a été retiré, la proposition législative a été retirée par la Commission européenne, donc ce sera pour plus tard et peut-être pour la prochaine mandature s'il y a une nouvelle proposition. Bon, tout simplement, pour vous dire en conclusion, donc, sur à peu près la trentaine de textes, on pourrait dire que contre la stratégie de la ferme à la table, il y en a très peu qui ont abouti, et il y a une quinzaine d'entre eux qui n'ont pas fait même la première étape, c'est-à-dire l'étape de la proposition législative de la Commission par la Commission européenne. Voilà pour ça. Peut-être un petit mot de conclusion pour vous dire que donc, y a quand même beaucoup de textes qui ont été adoptés du Pacte vert, notamment côté énergie et climat, mais aussi en partie côté, on va dire, biodiversité, alimentation. Mais désormais, il y a un vrai enjeu de mise en œuvre de ces textes, parce que là, on est au stade où ça a été voté et ça commence à s'appliquer. Mais le Pacte vert, et les différents textes qui ont été votés, c'est une série parfois d'objectifs à long terme ou à moyen terme. La neutralité climatique, c'est 2050. Les objectifs, la fin des voitures thermiques, c'est 2035, etc., etc. Donc, maintenant que le travail législatif a été bouclé pour une grande partie des textes, la question de savoir comment ça va s'appliquer, dans quelle mesure et comment ça va se concrétiser, évidemment, la question se pose. Et ce sera aussi un travail pour la prochaine mandature qui commencera après les élections européennes du 9 juin en France et du 6 au 9 juin dans l'ensemble des États de l'Union européenne. Merci beaucoup, j'espère que j'étais bien synthétique et clair. On répondra à vos questions tout à l'heure. Super. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait très plaisir de venir discuter avec vous de biodiversité et d'Europe.
Alors donc moi, je vais vous présenter plus ou moins les priorités qu'on a au niveau des associations européennes. Donc, bon, rapidement, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais pour vous présenter un petit peu ce que fait BirdLife, au sein duquel moi je travaille sur les politiques marines. C'est un partenariat qui vise à conserver les oiseaux, leurs habitats et la biodiversité mondiale. Donc on a une manière assez intéressante de fonctionner puisque c'est du local à l'international. Il y a 122 partenaires, un pour chaque pays, sauf pour la Belgique qui en a 2. On a une expertise qui est vraiment basée sur la science, avec tout un volet science, tout un volet politique, et une stratégie fondée sur 4 piliers, les espèces, les sites, la société et les systèmes, et on essaye de regarder l'interaction de toutes ces choses. Et donc, pour coordonner ces 122 associations nationales, parce que ça fait quand même beaucoup, on a 7 partenariats régionaux en soutien. Et donc moi, je travaille au partenariat Europe et Asie centrale, qui, lui, coordonne toute cette région, comme vous pouvez voir. Et donc, on a un partenaire dans chaque pays de l'Union européenne, et en France, c'est notamment la LPO. On travaille sur 4 grands volets, nature et climat, agriculture et utilisation des terres, océan et voie de migration Afrique-Eurasie, puisque c'est une voie très importante pour les oiseaux, pour plein de types d'oiseaux. Voilà, et donc on travaille sur des projets de conservation, de restauration, mais on fait également du plaidoyer. Ce qui m'amène à vous parler d'Europe, parce que pourquoi est-ce que nous, on est là à Bruxelles? Eh bien parce que l'Union européenne a un des cadres réglementaires les plus ambitieux au monde, et notamment en matière environnementale. Alors il y a bien sûr des domaines où c'est pas encore assez réglementé, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites et qui sont plutôt positives et qui nous impactent au quotidien. Par exemple, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez voir des grues, des flamants roses, des aigles, des loups, des bisons, alors qu'à une époque ils se portaient très mal? C'est parce qu'on a mis en place des directives à l'échelle européenne qui les protègent, les directives faune, flore et habitat, les directives oiseaux. On a mis en place un programme de fonds, LIFE, qui finance plein de projets à travers l'Europe de conservation et de restauration de la nature. Pourquoi est-ce qu'on a accès à des espaces naturels dans tous les pays européens, parfois dans des endroits assez divers et variés? Parce qu'il y a un réseau qui s'appelle le réseau Natura 2000 et qui oblige les États membres à les garder en bon état. Pourquoi est-ce qu'on peut boire de l'eau propre, de bonne qualité, de partout dans l'Union européenne? Parce que l'Union européenne a protégé ces eaux, ces lacs, ces réserves souterraines, etc. Je pourrais vous donner comme ça tout un tas de choses qu'on a au quotidien parce qu'à l'échelle européenne, on a fait quelque chose. Et donc, c'est une échelle qui pour nous est très intéressante parce qu'on peut y faire beaucoup de choses, mais qui malheureusement aujourd'hui est à risque et en danger, pardon, angliciste. Donc le contexte actuel, on est aujourd'hui dans un contexte de déréglementation, de dérégulation environnementale très forte, avec certains partis politiques qui n'hésitent pas à remettre en question les législations environnementales. On voit des tentatives de régression qui se multiplient, on voit un discours très anti-PAC vert, très anti-Bruxelles, voilà, tout ça. Et je peux vous donner par exemple, on en a déjà parlé, mais l'exemple de la PAC, où on a eu une déréglementation sans évaluation d'impact ni consultation appropriée. Pareil pour les pesticides, alors que le problème du pacte vert vient surtout du fait qu'on n'a pas investi dans les agriculteurs et dans leur transition. Et aujourd'hui, quand on regarde ce que le pacte vert, qui l'a impacté, c'est en fait le secteur agricole qui a le moins, j'ai pas envie de dire subi, mais qui a le moins été touché par le pacte vert. Donc il y a une très grande utilisation de ce pacte au service de tout un tas de politiques pour viser à nous mettre des législations environnementales moins contraignantes. On a aussi la place de la société civile qui est énormément remise en place. Nous, on subit beaucoup d'attaques en tant qu'association sur notre travail, notre légitimité à faire ce qu'on fait. Et l'attention politique se porte ailleurs. On voit donc avec le contexte actuel énormément d'importance qui est donnée maintenant à la défense et à la sécurité, notamment parce qu'on voit les élections américaines se profiler avec Trump et ses déclarations sur l'OTAN, la guerre en Ukraine. Donc tout ça fait que le discours change un petit peu. Et donc nous, on a vraiment ce défi de garder l'attention sur le climat, l'environnement, la nature, et que les questions de sécurité et de défense ne prennent pas le pas là-dessus, et qu'on arrête avec ce discours de c'est l'un ou l'autre. Ce qui n'est pas facile. Et donc, ce qui me mène
ici au sondage, tout ça, ce contexte-là, il est vraiment reflété dans les sondages actuels pour le prochain Parlement. Donc, comme vous pouvez voir ici, on voit que la majorité centriste, elle est en train de fondre avec tout l'axe de la droite, des conservateurs et des populistes, qui est en train de grandir. En France, par exemple, le Rassemblement national est donné à 31% des intentions de vote, avec derrière La République en marche et ensuite les partis plus à gauche. Et alors, pourquoi est-ce que ça nous inquiète ? Parce qu'on est en train, nous, de finaliser un outil d'évaluation environnementale. On a regardé les votes de chaque député et on a fait des groupes par parti politique à l'échelle nationale et dans les groupes européens. Et on se rend compte, et donc c'est sur des textes de loi clés sur le climat, la nature, la pollution et la transition juste. Et on voit déjà bien que les partis les plus à droite sont ceux qui sont le moins en soutien sur les dossiers environnementaux et qui remettent actuellement en cause la législation et le pacte vert. Or, ce sont eux qui sont en train de gagner énormément de terrain actuellement. Donc un exemple concret de ce que ça signifie, c'est que vous pouvez voir ici une simulation de vote de la loi de restauration de la nature. Donc comme on vous l'a présenté avant, elle est passée au Parlement européen. Mais si on simule exactement la même chose avec la composition attendue du Parlement, elle passe pas. Et c'est le cas pour tout un tas de législations clés qu'on a eues, comme la loi européenne sur le climat, etc., avec ce Parlement-là. Donc, ça rend les élections extrêmement importantes. Bien sûr que j'allais en venir à ça. Notamment parce que c'est pas seulement 720 députés qu'on élit au moment des élections, comme on vous l'a expliqué, mais c'est derrière, le résultat vient influencer le programme stratégique 2024-2029, qui est un document de 4 pages qui va déterminer les priorités politiques de l'Union européenne sur les 5 prochaines années au plus haut niveau politique, donc par le Conseil. Donc par exemple en 2019, on avait, comme l'a montré Arthur, cet objectif, construire une Europe neutre pour le climat, verte, équitable et sociale. Et donc cet agenda, il est très important parce qu'il va définir finalement la place qu'aura le pacte vert dans le futur. Également, en fonction des résultats, il y aura la nomination et l'élection du président ou de la présidente de la Commission qui va devoir refléter la majorité et en tout cas le résultat du Parlement. Et le président ou la présidente de la Commission va ensuite présenter ses propres orientations politiques qui, elles, vont faire des annonces de textes clés. Donc, vous voyez qu'on se situe vraiment dans un cadre complexe. Là, un de ces trucs, c'est les élections, mais tout le reste qui en découle, en fait, c'est vraiment la mise en place entière des institutions qui découle de la majorité qui est obtenue. Et pour vous donner un exemple très concret, en 2019, le pacte vert, il a été proposé par von der Leyen en tant que présidente parce que c'était une manière de pouvoir s'assurer la majorité du Parlement et le soutien des Verts dont on avait besoin pour être élu. C'est absolument rien ne saurait montrer que sans ça, quelque chose comme le pacte vert et une réglementation environnementale aussi ambitieuse aurait pu être proposée. Donc, les votes y sont directement reflétés. Les ONG dans tout ça. Alors nous, pour travailler sur les élections, on a créé une coalition informelle entre donc BirdLife, CAN Europe, WWF, le Bureau environnemental européen et Transport et Environnement, qui sont 5 des plus grandes ONG environnementales à l'échelle européenne. Je crois que ça représente environ 45 millions de personnes. On a des objectifs assez clairs qui sont sur donc 3 piliers. Le premier, c'est de poursuivre et accélérer la mise en place du pacte vert et de combler les écarts d'ambition concernant la nature, le climat et la pollution. Le deuxième, c'est d'avoir plus d'investissements publics pour le climat, pour l'environnement, pour la transition juste, donc tout le volet social qui le soutient, tout en alignant les investissements de l'Union européenne avec ses objectifs environnementaux. Et le troisième, c'est de renforcer la gouvernance de l'UE, la démocratie et la place effective de la société civile qui est aujourd'hui un peu mise à mal. Et donc, comment est-ce qu'on souhaite y parvenir ? D'une part, en mobilisant les citoyens et les citoyennes. Donc, on mobilise nos partenaires nationaux en venant en soutien. On propose des campagnes, etc. Donc, ici, ce serait la LPO, le WWF France, la FNE, le RAC. Et donc, on leur propose de l'aide et de la coordination pour qu'ils puissent développer leur propre stratégie de campagne. Par exemple, on va venir contribuer aux débats nationaux en leur disant qu'est-ce qui a été fait ou pas fait à l'échelle européenne pour qu'ils puissent s'en inspirer. Sinon, il y a cette évaluation environnementale dont je vous ai parlé. Donc ça, c'est pour montrer vraiment dans les faits qui a envie que l'Union européenne mette en place des législations environnementales.
Et le deuxième volet, c'est du plaidoyer. Donc on va essayer d'aller influencer le processus de décision européen auprès des parlementaires, de la Commission, du Conseil, tant qu'on peut. Du coup, par exemple, essayant de faire en sorte qu'on maintienne la nature et le climat au sommet de l'agenda politique, en faisant en sorte qu'il y ait au moins une des priorités du programme stratégique prochain qui concerne la nature, l'environnement, la pollution et la transition juste, et en évitant toute suspension de la réglementation environnementale. Donc ça, c'est le petit schéma de toute l'Europe qui est super pour vous montrer où est-ce qu'on vient faire du plaidoyer à toutes ces échelles-là, ce qui fait beaucoup de choses. Au-delà de ça, nous, on a également en tant que BirdLife, nos priorités pour les élections, avec de manière un peu plus précise, donc qui reflètent ces 3 volets. On l'a au sein d'un plaidoyer, d'un manifeste que j'ai amené pour vous, j'en ai plusieurs si ça vous intéresse. Donc, poursuivre le pacte vert, ce serait comment? En restaurant la nature, puisque protéger ce qu'on a est insuffisant, donc il faut davantage. En transformant notre système énergétique, parce qu'on a besoin d'énergies renouvelables qui sont produites surtout par le vent et le solaire, d'investissement dans la recherche et d'une bonne planification quant à leur localisation. C'est surtout ça qui est très important pour nous. En transformant nos systèmes alimentaires, actuellement, l'agriculture et la pêche sont des pratiques intensives qui sont poussées par la politique telle qu'elle est. Donc il faut changer ces politiques, sortir du statu quo. Les agriculteurs, les pêcheurs, les forestiers qui actuellement sont cadenassés dans ce système, et bien sûr les soutenir dans cette transition. Réinventer un système alimentaire qui soit compatible avec la nature. En termes de transition, il faut absolument mobiliser les investissements publics. On voit qu'une grande partie des dépenses de l'État vont encore dans des projets qui sont nuisibles à l'environnement et qui ne sont pas toujours légaux d'ailleurs. On a ensuite besoin de réviser les dépenses en général, puisqu'on a un volet environnemental qui est trop faible par rapport aux ambitions qu'on a. Et puis finalement, en matière de transition juste, renforcer bien sûr l'état de droit et mettre moins d'importance dans les groupes de pression, dans les lobbies, qui aujourd'hui ont un très gros rôle à jouer dans la décision européenne, et garantir la place de la société civile et la transparence des processus de décision politique dans toutes les institutions, et je pense notamment au Conseil européen qui est la plus opaque des 3. Voilà, et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça c'est mon slide très, très dense, mais c'est un réseau écologiquement cohérent d'air protégé avec une protection qui soit légalement obligatoire, une transition vers une économie zéro émission nette avec une timeline claire de fin d'utilisation des énergies fossiles, la mise en place de mesures de restauration qui soient efficaces sur au moins 20% des terres et des mers de chaque État membre, avec un principe de non-détérioration pour s'assurer qu'ils soient par derrière entretenus et maintenus dans un état favorable, une planification cohérente et coordonnée de l'aménagement. Actuellement, c'est extrêmement fragmenté. Il faut qu'on puisse avoir un document global qui soit guidé par le fait de remplir les objectifs écologiques et soutenir ceux qui en ont besoin pour arriver à le faire. L'élimination progressive de toutes les incitations et les subventions visibles à l'environnement, des investissements ciblés pour soutenir la transformation des secteurs clés. Je pense notamment à la PAC et à la politique commune des pêches, qui sont... Oups, ça c'est moi. Politique alimentaire durable, globale, parce qu'on n'en a pas. Actuellement, on a différentes législations qui se rentrent dedans et qui sont assez contradictoires. Et enfin, la mise en place de processus législatifs entièrement transparents, comme je vous le disais. Donc voilà, il y a beaucoup d'autres mesures. Vous pourrez les lire dans ce document et puis avec plaisir pour en discuter. Mais c'est un petit peu ce qu'on a voulu décliner pour 2024-2029. Et donc, en conclusion, eh bien, tout ça, tous ces volets-là qui sont nécessaires pour nous, pour notre futur, pour les générations futures, ça dépend énormément de la majorité politique au pouvoir. Donc, allons voter de manière informée, en conscience de ce qui s'y joue. Parlons-en à nos amis, à nos proches, à nos familles. Et bon, c'est certainement une manière de se mobiliser parmi d'autres, mais qui a toute son importance quand on sait ce qu'on peut arriver à faire à une telle échelle, et surtout ce qui peut nous tomber dessus si on ne réussit pas à mettre en place une majorité qui a envie de faire ces choses pour nous. Voilà, merci beaucoup.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de m'accueillir ce matin parmi vous, même si malheureusement je ne peux pas être présente physiquement. Je remercie Humanité et Biodiversité de m'avoir proposé d'intervenir ce matin. Donc, je suis Amandine Le Breton, je suis directrice du Pacte du pouvoir de vivre. Et Sandrine m'a proposé d'évoquer le travail commun qu'on a réalisé depuis maintenant quelques semaines en vue des élections européennes 2024. Bon, ces élections au contexte assez particulier. Et je ferai, comme vous le verrez tout à l'heure, après des éléments sur le contexte et la vision générale du pacte, je ferai deux focus l'un sur la biodiversité et l'autre sur les questions démocratiques et nos propositions sur ces sujets. Quelques mots rapides sur le pacte du pouvoir de vivre. Donc, le pacte du pouvoir de vivre, c'est un collectif d'associations, de fondations, de mutuelles, de syndicats qui a été créé en 2019. À l'époque, il y a eu 19 organisations et Humanité et Biodiversité faisait partie de ces fondateurs. Et donc, en 2019, ces organisations ont émis le besoin de se rassembler pour travailler conjointement sur les questions sociales, écologiques et démocratiques. Donc, on travaille depuis 5 ans maintenant à croiser les points de vue. On est aujourd'hui 61 organisations. Vous avez les logos ici, toujours avec cette diversité de structures, d'organisations, puis évidemment une diversité de sujets abordés, puisqu'il y a des organisations qui travaillent sur l'environnement, sur les migrations, sur le social, sur le travail, sur le SS, sur l'éducation populaire. Voilà, donc toute cette diversité, on a créé un espace de travail et de confiance depuis 5 ans. Il y a 40 groupes locaux partout en France métropolitaine qui sont des déclinaisons territoriales du pacte, donc des organisations qui travaillent ensemble sur un même territoire. Et aujourd'hui, on a deux modes d'action. Un travail de mise en commun des priorités, des propositions pour porter une vision commune de la société. Et puis un travail sur le pouvoir d'agir et donc sur l'engagement des citoyens sur les sujets socio-écologiques et démocratiques. Alors, quelques mots sur le contexte des élections européennes. Ce qu'il faut noter, à notre avis, c'est évidemment un contexte extrêmement différent de 2019. 2019, on était dans la dynamique des mouvements climat, et donc ces sujets avaient pris une part importante, et dans la dynamique de la campagne et dans les votes. Et ces élections 2024 sont extrêmement différentes et notamment, c'est dû à 5 années, ces 5 années de mandat qui ont été marquées par des crises majeures, certes interconnectées, mais qui ont des impacts spécifiques, chacune d'entre elles, et des impacts spécifiques et profonds dans le quotidien des citoyens européens. La première crise, évidemment, c'est la crise sanitaire, la crise du Covid, qui a eu un impact profond, comme je disais tout à l'heure, sur le quotidien. La guerre en Ukraine, qui a un impact là, économique sur l'agriculture notamment, mais pas que, et des impacts sur la diplomatie et la défense. Euh, la crise climatique, qui s'est de fait intensifiée, en tout cas dans ses impacts, et qui est toujours plus présente et visible en fait dans le quotidien des personnes, avec évidemment les grands feux qu'on a connus certains étés, qui ont marqué les esprits et marqué réellement le quotidien des Européens. Une crise politique et démocratique qui est évidemment toujours en cours. La démocratie, ça reste un continuum avec cette montée des populismes qui caractérise ces dernières années. Alors, on a en tête l'Italie, évidemment, mais aussi le Pays-Bas. Et donc, il y a 5 pays de l'Union européenne pour lesquels l'extrême droite participe au gouvernement. Et donc, en 5 ans, ça, c'est une dimension extrêmement forte qui a évolué. Et puis un point sur le contexte social. Reste 95 millions de personnes pauvres en Europe et un travailleur sur 10 vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc les inégalités et la pauvreté restent extrêmement présentes dans tous les pays européens. Euh, Malgré tout, alors dans ce contexte-là, il faut noter, et on partage l'analyse, que l'Europe a été présente, a su se mobiliser.
Et donc, il faut noter l'engagement européen, notamment sur le pacte vert, qui a donné un cadre d'action fort aux États membres, son action concertée vis-à-vis de l'agression russe de l'Ukraine, l'achat commun de vaccins pendant la crise sanitaire. Donc, on a, on a vu une Europe qui était en capacité d'agir, de se mobiliser. Voilà, elle l'a fait, mais elle le fait, il faut le dire, quand même insuffisamment encore sur un certain nombre de sujets, notamment les sujets qui nous préoccupent beaucoup, les sujets écologiques, sociaux et démocratiques. Donc, dans ce contexte et en prévision de ces élections en juin, on a travaillé donc à construire un document commun que vous voyez ici à gauche, qui a pour ambition de mettre au pot commun donc des priorités des organisations membres, donc partagées de fait, qui mettent sur la table un projet cohérent d'une Europe qui donne donc le pouvoir de vivre. On aborde les dimensions sociales, écologiques, démocratiques, mais on peut aussi décrire cette vision du pacte du pouvoir de vivre à travers trois verbes, pardon. Les verbes protéger, accompagner et partager. Et ça décrit assez bien l'état d'esprit et en tout cas l'ambition qu'on souhaite voir porter l'Europe. Donc sur la dimension de protéger, évidemment, protéger les citoyens européens des impacts écologiques en cours, des dérives de la mondialisation, des attaques contre les démocraties aux portes de l'Europe, mais aussi en son sein. Et puis une mention évidemment de protéger les plus modestes, les plus démunis, les plus fragilisés, qui soient touchés par la pauvreté, dans la crise du logement, l'accès aux soins, à l'éducation, mais aussi protéger les migrants, qui soient réfugiés ou non, et qui soient sur le chemin de l'Europe ou déjà sur le territoire européen. Le second verbe important, c'est le verbe accompagner. Donc là, pleinement, notamment sur la transition écologique, il faut accompagner les ménages, les entreprises, les territoires, euh, et accompagner chacune à hauteur de ses besoins pour que la transition écologique soit bénéfique à tous et ne laisse personne de côté. Et le troisième verbe, c'est le verbe partager. Alors, le partage des richesses, qui est un élément important. Je ne vais pas y revenir tout à l'heure, mais la dimension économique, la dimension de justice fiscale, elle est essentielle dans cette Europe de demain. Et donc, on veut une Europe qui partage les richesses pour que les plus aisés et les grandes entreprises contribuent davantage à l'effort budgétaire qu'il va falloir déployer. Il s'agit aussi de partager les ressources pour éviter l'accaparement des terres, de l'eau, des minerais. Et ça, pour moi, c'est l'enjeu écologique et stratégique et social des prochaines années. Et puis, il faut partager le pouvoir, puisque la démocratie, c'est réellement l'affaire de tous et que pour le pacte du pouvoir de vivre, chacun doit être en mesure de participer à la vie publique. Et donc, on décline les axes: transition écologique juste, Europe sociale, une Europe qui se donne les moyens d'agir, et puis une Europe démocratique. Donc, comme je vous le disais, je vais faire deux focus sur les propositions portées par le collectif, hein, d'abord sur la biodiversité. Clairement, le pacte vert, c'est une étape importante. Donc, sur les objectifs de réduction à 2030, donc des réductions de 50% des émissions de gaz à effet de serre. Également sur la loi sur la restauration de la nature qui a été votée récemment. Donc ça, ce sont des étapes et le précédent mandat a vraiment marqué cette étape sur les questions écologiques. Et c'est important de le noter et le dire. Une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on est tous conscients ici que le défi est immense. D'une part parce que quelque part tout reste à faire, il va falloir la concrétiser, cette transition écologique et climatique. Et d'autre part parce qu'on a quand même assisté à des déconvenues majeures, notamment sur les pesticides, avec l'abandon du règlement sur l'utilisation des pesticides. Donc il y a trois défis pour l'Europe. Là, il y a clairement concrétiser les avancées du Green Deal, maintenir son ambition sur le reste des enjeux, et puis clairement faire de la transition écologique une réalité au quotidien, et notamment la rendre accessible aux plus modestes et aux plus fragiles. Donc, sur la biodiversité, enfin, qui dit biodiversité et préservation de la biodiversité dit changer l'agriculture et les systèmes agricoles. Et donc,
le rôle de la politique agricole commune dans les désordres écologiques et les impacts sur la biodiversité, comme les perspectives de changer cette politique agricole commune pour vraiment atteindre les objectifs en matière de biodiversité, c'est quelque chose d'évident bon, depuis longtemps, mais encore plus dans la prochaine mandature. Un tiers du budget européen reste dédié à la PAC, et la PAC est à l'origine de beaucoup de désordres écologiques majeurs sur les sols, l'eau, la biodiversité, et évidemment, sans compter la crise des revenus. Donc là, on a assisté ces derniers jours à la commission donc, qui propose une évolution express des règles de la PAC. Et donc là, demandons de certaines mesures, certaines conditionnalités environnementales pour lesquelles on s'est quand même pourtant battu pied à pied ces dernières années. Donc, on a là une tentative d'affaiblissement d'un éco-régime, là où au contraire, il va falloir se renforcer sur les questions écologiques. C'est pas seulement une question de rentrer en cohérence avec les objectifs de la loi sur la restauration de la nature, ce qui paraît absolument évident, mais c'est aussi une des conditions de survie, on va dire, de l'économie agricole dans un monde en mouvement, en changement et qui subit notamment le changement climatique. Donc, ce que porte le pacte du pouvoir de vivre, c'est plutôt une politique agricole et alimentaire commune qui conditionne les aides publiques à la mise en place de mesures écologiques et sociales, le soutien massif et clair des systèmes les plus vertueux, comme l'agriculture biologique. Et le pendant de ça, pour nous, c'est des politiques commerciales qui n'introduisent pas de distorsion de concurrence pour les agriculteurs, non pas seulement pour cette dimension économique qui est importante, mais aussi parce que pour nous, mettre ces règles en termes de politique commerciale, donc le fait de ne pas importer des aliments produits avec des substances ou des pratiques interdites en Europe, c'est aussi donner les conditions de réussite aux agriculteurs, au système agricole de changer. Puisque quand on est protégé, on est plus à même de s'engager dans des changements profonds. Et donc les mesures miroirs doivent avancer concrètement pour justement permettre cette transition agroécologique. Le deuxième enjeu, c'est de concrétiser vraiment les avancées du Green Deal et donc garantir la mise en œuvre de la loi sur la restauration de la nature maintenant qu'elle est votée. Donc on a envie de dire, il n'y a plus qu'à. Donc il faut restaurer au moins 20% des zones terrestres et maritimes, augmenter les espaces verts urbains. Et donc, qui dit garantir sa mise en œuvre, dit notamment, mais pas que, mais notamment garantir ses financements et donner cette visibilité de financement de la transition. Donc, le pacte du pouvoir de vivre pour la transition écologique, donc y compris climatique, demande à ce que l'Europe investisse 1000 milliards d'euros d'ici à 2030. Il y a deux enjeux sur les financements. Il y a le fait qu'ils doivent être massifs. Alors, la Commission l'a estimé les besoins pour la biodiversité de 20 milliards d'euros par an. Bon, probablement sous-estimé, mais on voit bien que c'est massif et que c'est durable. Il va falloir investir chaque année des sommes considérables. Et donc ça, cet engagement, il est essentiel parce que c'est ce qui va permettre de concrétiser réellement cette ambition pour accompagner tous les secteurs, tous les territoires dans leur diversité. Cette ambition des 1000 milliards, elle est accouplée avec la suppression des financements défavorables à la biodiversité. Bon, c'est un serpent de mer, hein, je sais que vous y travaillez depuis de très nombreuses années. Là, il y a un nouveau rapport de l'IGF en France qui les évalue à environ 10 milliards d'euros. Ces financements défavorables à la biodiversité. Bon, ça donne quand même des marges de manœuvre intéressantes. Il va falloir s'attaquer à la suppression de ces financements, aussi par un souci de cohérence des politiques publiques. Le troisième point, c'est aussi plus d'ambition, c'est-à-dire que le pacte vert, certes, acte une ligne, un cap essentiel pour qu'on se mette tous en marche. Mais il faut plus d'ambition. On n'en a pas fini avec les ambitions et les caps, et notamment sur les pesticides. Le recul sur la loi, sur le règlement sur l'utilisation des pesticides, le règlement sûr, il ne faut pas que ça soit une fatalité. Et la fin de cette ambition sur les pesticides, d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas se le permettre, on n'a pas le luxe écologique et social d'abord de se cacher les yeux sur l'impact des pesticides, puisqu'il y a encore un tiers des masses d'eau européennes contaminées par les pesticides. Mais donc, il va falloir agir probablement autrement
puisque ce règlement sûr est mort, via la PAC, j'en parlais tout à l'heure, via la directive Sol, et puis cet engagement plein et entier sur la loi sur la restauration de la nature, pardon, qui ne doit souffrir d'aucune incohérence. Enfin, juste un mot sur l'adaptation au changement climatique. Le pacte du pouvoir de vivre porte aussi un plan d'adaptation au changement climatique. Euh, alors ça, pour nous, c'est que ça doit donner une place, encore plus de place et de poids à la restauration de la biodiversité. On verra là toutes les connexions entre climat et biodiversité et en quoi la biodiversité est aussi une assurance vie et une assurance à résilience. Et donc ce plan stratégique, pour nous, il est aussi essentiel pour le climat comme pour la biodiversité. Je vais passer donc au sujet démocratie. Alors la question démocratique, elle est centrale pour nous, pas seulement parce qu'elle l'est dans l'absolu, mais parce que pour le pacte du pouvoir de vivre, une démocratie vivante, c'est une condition de réussite à la transition écologique juste. Et donc il faut agir fermement et fortement pour lui redonner du souffle et réintéresser les citoyens aux enjeux communs et aux enjeux de la démocratie. Donc ici, j'ai juste pointé quelques exemples, puisqu'on a plusieurs propositions sur le sujet. Le premier exemple, c'est celui de la transparence des représentants d'intérêt. On porte notamment le fait qu'il faille donc cette transparence sur les représentants d'intérêt à Bruxelles, et en particulier les représentants d'intérêt étrangers, avec un suivi personnalisé, annuel, continu, pour vraiment que les citoyens européens puissent savoir qui vient représenter ces intérêts et quels intérêts à Bruxelles. Le deuxième point que je voulais mettre en évidence aujourd'hui, c'est un renforcement du rôle du Parlement européen. Parmi les propositions qu'on porte, c'est qu'on pense que le Parlement européen doit avoir un droit d'initiative législative renforcé. Les prérogatives du Parlement doivent évoluer. Donc il y a déjà eu des discussions sur ce sujet, puisque le Parlement s'est prononcé en faveur de modification des traités, notamment sur les questions de décision budgétaire. Et donc pour le pacte, le Parlement devrait disposer d'un droit d'initiative législative similaire à celui de la Commission. Enfin, le dernier point, c'est celui de la participation citoyenne. Au pacte du pouvoir de vivre, on est convaincu que la démocratie doit mieux articuler, et doit articuler démocratie représentative, démocratie sociale, démocratie participative, qu'il y a encore des choses à construire, probablement à inventer aussi. Et donc là, j'ai pris deux exemples. Ça passe notamment par deux choses. Par la promotion de la participation des citoyens et en particulier des personnes les plus exclues et les plus fragiles, qui sont à même d'avoir un regard critique et évidemment extrêmement pertinent sur les politiques publiques en cours de construction, puisque eux vivent des difficultés, des problématiques et des enjeux au quotidien. Et le deuxième pan de ça, c'est des conventions citoyennes européennes qui sont selon nous à pérenniser. Il y a une convention citoyenne qui s'est tenue en 2020 sur l'avenir de l'Europe. Euh, c'est intéressant cet espace de convention citoyenne. Il n'est pas encore totalement, on va dire, optimisé, puisque souvent, en tout cas au niveau français, on fait travailler les citoyens et sans donner de perspectives réelles à ce travail, mais il y a quelque chose à penser au-delà de ça et ces espaces sont très intéressants, donc on propose de pérenniser ces espaces pour les organiser et les intégrer pleinement dans la démocratie. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop longue. En conclusion, des élections aux enjeux très forts, multiples, interconnectés, des attentes importantes, y compris des citoyens qui ne se détournent pas des enjeux écologiques pour ces élections. Ils les lient pleinement, en revanche, aux questions de pouvoir d'achat notamment. Mais donc, au pacte du pouvoir de vivre, on partage la conviction qu'on peut avoir une Europe qui améliore le quotidien des personnes, y compris des plus fragiles, qui permettent de rendre concrète cette transition écologique et surtout accessible à chacune et à chacun en associant écologie, justice sociale, fiscalité juste et démocratie et participation. Je vous remercie pour votre attention.
Je ne peux pas être avec vous dans les débats, malheureusement. En revanche, si vous voulez qu'on les poursuive, notamment par mail, n'hésitez pas à m'écrire. Voici mon mail. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Ah, voilà, par ici. Oui, ben juste pour conclure, merci à Sandrine d'avoir organisé cette conférence. On avait discuté des sujets et on s'était dit que l'Europe, c'était quand même chose d'important. Et merci donc aux intervenants parce que vous avez tenu de manière très claire et très, très intéressante montrer à quel point, effectivement, ce qui se passait en France et dans des territoires même au niveau très détaillé, eh bien, c'est sur l'Europe que ces questions vont se décider. Donc, un très grand merci. Quel mot de la fin? Allez voter aux élections européennes du 9 juin. Il y avait un peu plus de 50% de participation en 2019. C'était un léger rebond. On verra s'il y aura plus de participation cette année. Ça, c'est une anecdote pour terminer, très très rapide. Il y avait plus de participation aux élections européennes de 2019 qu'aux élections législatives de 2022. Je crois bien. Donc il faut... Voilà. Et peut-être préciser que malgré toutes les attaques qu'on fait au Pacte vert, dans les opinions publiques, il reste très important. La plupart des gens disent qu'ils veulent voir des politiques climatiques qui continuent. Donc il ne faut pas se dire que maintenant tout le monde s'en fout. C'est pas vrai. C'est politique. Bon, et moi, avant de laisser la parole à notre président Bernard Chevassus-Louis pour conclure cette matinée, bah oui, le 9 juin, s'il vous plaît, allez voter, mais votez bien. Un très grand merci pour vos interventions.